Alors, il y a eu des exemples sur les dispositifs plus de maîtres et de classes, pour ceux qui sont enseignants, sur les plans éducatifs de territoire, les PEDT, comment un projet coopératif, c'est-à-dire comment ça peut se faire, donc c'est qu'est-ce qui peut favoriser la coopération, peut-être une première réponse là-dessus. Un deuxième champ de questions, merci. On a regroupé les questions, un deuxième champ de questions qui contourne de la formation, sur quelle formation pour aider les professionnels à coopérer. Et un troisième champ qui ne sont pas vraiment des questions, mais plutôt des compléments ou des interrogations sur le passage de ce que j'ai dit, l'importance de la pensée, avec un bémol ou une correction ou un complément, je ne sais pas comment la question a été exactement formulée, sur l'importance, et on ne s'étonnera pas de cette question-là aujourd'hui avec le mouvement pédagogie active, l'éducation active, sur l'importance du vécu, la prise en compte du vécu, de l'agir et du créer, qui était non l'absence du discours, mais qui peut-être demandait des précisions sur la question. Je laisserai Pierre répondre sur la formation, puisqu'il s'est déjà engagé là-dessus. Sur la question comment favoriser la coopération des acteurs. Alors d'abord au sein de l'école, puisque j'ai l'impression que les exemples qui ont été donnés concernent l'école elle-même. Je crois au dispositif plus de maître que de classe, je crois qu'il est positif, dès lors qu'effectivement il permet à des enseignants de travailler ensemble sur le même objet. Je crois qu'on pourrait aussi imaginer des dispositifs de même nature et d'une certaine manière encore plus simple, que deux enseignants enseignent ensemble face à deux classes, par exemple. C'est tout à fait possible dans beaucoup d'endroits. Excusez-moi, dès lors qu'il y a les locaux pour cela. Nous avons engagé une expérimentation il y a maintenant 6 ans dans l'Académie de Lyon, où on propose à des enseignants, plutôt que de prendre chacun leur classe séparément, de prendre 2 classes à 2. Il y en a un des deux qui, par exemple, effectue un cours, donne des consignes, l'autre qui organise le travail de groupe, s'intéresse à chacun des élèves ou à chacun des groupes spécifiquement, et on s'aperçoit que 1 plus 1, ça fait beaucoup plus que 2 dans cette situation-là. C'est-à-dire que la dynamique qui est engagée met en place toute une série de processus mentaux, y compris le fait qu'on commence à s'interroger sur ce que l'autre peut nous apporter, on commence à échanger, y compris sur des choses sur lesquelles on n'échange jamais, par exemple les questions purement pédagogiques et didactiques. Et je crois que ça pourrait être possible. Je vais aller très vite. Institutionnellement, évidemment, tout ce qui peut favoriser le travail en équipe, mais pas le travail en équipe simplement pour organiser des réunions. Parce que le travail en équipe, aujourd'hui, il y a une dérive, je l'ai évoqué tout à l'heure, il est technocratique et le plus souvent purement institutionnel. Les réunions sont des réunions où on organise les tâches, où on ventile les tâches, mais où à aucun moment chacun s'implique pour dire « moi je fais comme ça, je pense qu'on devrait faire autrement » ou comment tu fais, comment on pourrait faire, j'ai utilisé telle méthode pour enseigner ceci, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais de ton côté. Je pense que tout ça doit pouvoir être encouragé d'une manière systématique. Moi je défends beaucoup aussi l'idée de petites unités pédagogiques, ce que j'ai appelé dans mes travaux les unités pédagogiques fonctionnelles. Alors je vais être très court parce que ça mériterait de très longs développements. Mais quand on étudie l'efficacité des institutions éducatives, des institutions scolaires, on s'aperçoit qu'un des problèmes majeurs, au niveau du collège en particulier, c'est l'extrême éclatement des équipes, de l'enseignement et l'éparpillement pour les élèves. Ce qui en revanche est efficace et arrive toujours à améliorer la situation, c'est quand on confie, on va dire, pour faire simple, 100 élèves à 10 profs, ou à 5 profs, qui ont soit la majorité, soit la totalité de leur service avec ces 100 élèves, et que
au sein de cet ensemble, une même équipe de profs sert de référent à un ensemble d'élèves identifiés qui ont en face d'eux une équipe qui répond de l'ensemble des activités, qui s'organise éventuellement librement dans la manière de gérer le temps scolaire. On peut parfaitement faire cela. Nous avons développé et nous avons comparé au niveau international toutes les expérimentations dans ce domaine. J'ai piloté en particulier une expérimentation dans les pays d'Amérique latine sur ce que nous avons appelé le collège vertical, et on réunit une 6e, une 5e, une 4e, une 3e. On met tous ces élèves dans une unité pédagogique avec une équipe de 4 à 5 ou 6 ou 7 profs, selon les moyens que l'on a, à qui l'on dit vous avez la majorité de votre service pour ces élèves-là, voire si c'est possible la totalité de votre service pour ces élèves-là. Vous avez tant d'heures année et vous organisez le travail. Et en plus, vous êtes l'équipe référente pour ces élèves-là. Vous avez même la possibilité, puisque vous avez une 6e, une 5e, une 4e, une 3e, de faire interagir les élèves entre eux, d'organiser des groupes où les aînés s'intéressent et font travailler les plus jeunes, et ainsi de suite. On peut imaginer les formules de ce type. Rien n'interdirait, par exemple, aujourd'hui, d'autoriser systématiquement, dans tous les établissements du second degré, des regroupements de 4 classes, soit de 6e, de 5e, soit une 6e, une 5e, une 4e, une 3e, peu importe, confiés à un groupe de profs volontaires, en les libérant du carcan de l'emploi du temps hebdomadaire et en leur donnant la possibilité d'organiser des activités scolaires en fonction des besoins des élèves. Ça aurait en plus un avantage énorme, c'est que les élèves auraient la possibilité d'identifier leurs interlocuteurs. Aujourd'hui, un élève de 6e face à 10 profs, ça ne peut pas mentalement créer l'unité. Les psychologues cognitivistes avec lesquels je travaille m'expliquent que l'élève de 6e ne peut pas réussir à faire la synthèse entre les demandes de 10 personnes qu'il ne voit jamais en même temps. Il ne les voit jamais en même temps. Jamais. Il n'y a que les délégués qui les voient à la rigueur en même temps au conseil de classe, et encore pas tous, parce que tous les profs ne sont pas là, vu que les profs de musique ou de dessin, ils ont tellement de cours qu'ils ne peuvent pas être à tous les conseils de classe. Comment voulez-vous qu'un élève de 6e ait intériorisé l'existence d'une institution au sens instituer, ce qui fait tenir debout, dès lors qu'il y a un éclatement absolu, et que jamais, à aucun moment, les adultes tiennent debout ensemble et font corps pour porter et représenter un collectif solidaire qui s'engage dans la diversité de ses compétences auprès de ce groupe-là. Et ça aurait, enfin, chaque fois qu'on l'a mesuré, on a pu mesurer l'efficacité de cela, ça a un avantage énorme, c'est que les élèves connaissent les profs connaissent les élèves, chacun sait qui est l'interlocuteur de qui, on donne de la liberté à partir d'un référentiel final, c'est-à-dire que les profs se sentent engagés, mais ils sont engagés sur les finalités, ils ne sont pas d'abord ligotés sur des modalités avant d'être engagés sur des finalités. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très fort, s'engager collectivement sur des finalités et mettre en œuvre de manière inventive des modalités qui permettent de réussir dans ces modalités. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que cela m'amènerait à être trop précis et trop détaillé, mais on pourrait multiplier cela. Les exemples de micro-lycées qui sont en train de se développer aujourd'hui sont extrêmement intéressants. Et pas seulement pour les élèves décrocheurs. Parce que si on continue à laisser les élèves décrocher pour n'utiliser l'innovation pédagogique que pour raccrocher les décrocheurs, on va continuer dans la politique qu'a dénoncé Pierre tout à l'heure, qui est celle du tonneau des Danaïdes. Hein. On laisse le système fonctionner normalement, et puis on utilise l'innovation pédagogique d'une certaine manière comme une sorte d'outil de récupération des élèves qu'on a laissé se casser la figure sans vouloir modifier le système lui-même. Puis alors, juste une deuxième phrase, enfin un deuxième élément, mais ce sera une phrase, pour l'aspect plus large, c'est-à-dire enseignants, familles, collectivités territoriales, tissus associatifs et culturels, professionnels de la santé, professionnels du travail social, je pense qu'il faut apprendre à travailler ensemble en se donnant des objets communs de travail. On a évoqué les médias, et Eric a dû partir, mais moi je suis très sensible à la question des médias. Je suis très très sensible.
Je suis actuellement en procès avec Skyrock. Bon. Skyrock me fait un procès parce que j'ai, soi-disant, attaqué l'honorabilité de cette station de radio sur les ondes de France Info. Le juge des référés a ordonné à France Info de retirer mes propos jugés diffamants à l'égard de Skyrock. Mais je les maintiens. Je les maintiens. Et je les maintiens avec insistance. Quand un média comme Skyrock pratique systématiquement la dérision sur tous les sujets, que ce soit la sexualité, que ce soit la politique, que ce soit la vie en commun, il ne faut pas s'étonner ensuite que la dérision soit mise en quelque sorte en archétype du comportement national exemplaire et que plus rien ne puisse être travaillé sérieusement. Hein? Donc je crois là que nous avons effectivement un certain nombre de choses à faire pour travailler ensemble sur ces questions-là. Moi je suis très sensible aux questions de l'usage des nouvelles technologies, hein, du numérique, l'usage d'Internet. Je crois qu'il y a des problèmes d'addiction aujourd'hui de la part d'un certain nombre de jeunes à Internet, au niveau du collège. C'est pas pareil chez les garçons et chez les filles, ça se passe pas de la même manière, etc. Tout ça est à nuancer, j'ai pas le temps de le faire. Et je crois que si les parents, les personnels de santé, les travailleurs sociaux, les enseignants ne se parlent pas de ces questions-là, ne se parlent pas. Pourquoi un gamin en fait quoi quand il passe 6 heures par nuit devant YouTube et Dailymotion à regarder du happy slapping, des clips porno, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait devant le gamin qui a 72 avatars et qui ne peut plus penser tellement il est chamboulé dans sa tête à cause de l'avenir de ses avatars sur Internet quand il arrive à l'école? Ces questions-là, si on ne les travaille pas en commun, les différents acteurs, si on n'en fait pas des objets de réflexion collective, je veux dire, on va laisser passer des éléments absolument fondamentaux sur lesquels en plus il y a une relative invisibilité. Parce que la spécificité de ces éléments culturels, de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture jeune, c'est qu'elle est invisible. Salut les copains, moi je suis très âgé, hein, quand je l'écoutais, ça passait à 17h sur Europe 1. À 17h sur Europe 1. Aujourd'hui, donc les parents, ils savaient que c'était de la musique de Zoulou, que sais-je encore, ils désapprouvaient. Ils avaient une vague idée de ce que c'était. Aujourd'hui, si je vous demande quel est le dernier avatar qui est né la semaine dernière sur World of Warcraft et comment vous vous situez par rapport à ça, est-ce que vous-même vous avez déjà joué, est-ce que vous avez une vague idée de ce que font des gamins qui peuvent passer 6 heures devant un jeu vidéo en ligne comme celui-là, la plupart d'entre vous, peut-être pas tous, mais me diraient que c'est globalement quelque chose dont vous ignorez l'existence, ou en tout cas dont vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond. Et si nous ne prenons pas ces phénomènes-là au sérieux, et si nous ne travaillons pas sur ces phénomènes-là, alors effectivement, nous laissons les différents intervenants éducatifs être dans une logique de service, et non plus dans une logique d'institution. Moi, j'oppose beaucoup ces deux termes. La logique de service, c'est la logique des guichets. J'ai un problème, je suis dépressif, je vais voir le médecin. J'ai un problème avec mon corps, je vais voir le gymnaste. J'ai un problème parce que j'ai des difficultés en maths, je fais du soutien scolaire. C'est des guichets. On propose aux jeunes un ensemble de guichets. Et on va vers ce système-là. Et une certaine forme d'organisation du temps scolaire liée à ce qu'on appelle la réforme des rythmes, ça n'est ni plus ni moins que la mise en place d'une logique de guichet. C'est-à-dire, on va mettre en place des guichets successifs, hein, avec des systèmes éventuellement de choix, avec des familles qui pourront éventuellement utiliser ou pas tel ou tel guichet. Bon. Mais la logique de guichet, c'est pas ça qui fait la cohérence éducative. Et je rejoins ce que disait Pierre tout à l'heure, je pense qu'il faut que les acteurs qui travaillent sur les questions éducatives identifient un certain nombre de questions qui sont des questions fortes, des questions phares, des questions préoccupantes. Il y en a du côté de la santé, il y en a du côté de la santé psychique. Moi je dis, mais je le dis très librement, il y a aujourd'hui une vraie toxicité psychique d'un certain nombre de médias. Cette toxicité psychique est destructrice pour le psychisme enfantin. Elle est destructrice.
Alors, moi je m'intéresse aux questions de toxicité en tant qu'écologiste parce que je ne voudrais pas qu'il y ait trop de produits toxiques dans les aliments, hein, mais je m'intéresse aussi à ce qui est toxique sur les esprits, pas seulement à ce qui est toxique sur les corps. Et il faut s'intéresser, je crois, à ces questions-là. Il y a toute une série de chantiers qui s'ouvrent sur lesquels on doit pouvoir travailler ensemble. Moi je rêve que dans tous les collèges, il y ait des réunions de parents thématiques. Et pas simplement des réunions de parents où on se pousse du coude les uns les autres pour dire c'est toi qui vas, non c'est moi, vos enfants regardent trop la télé et puis c'est la plus mauvaise classe que j'ai eue dans ma carrière, enfin je vais laisser la parole au prof de maths, il va vous expliquer ce qu'il fait cette année, bon. Ce qui n'a pas changé globalement depuis 40 ans, hein. Quand je dis 40 ans c'est même un peu au-delà, hein. Qui n'est jamais sérieusement préparé. Bon. Je rêve qu'on prenne au sérieux la question de la relation aux familles. C'est-à-dire qu'on prépare réellement des réunions de parents avec les représentants de parents. Qu'avant de faire une réunion de parents, eh bien, on demande aux représentants de parents quel sujet ils veulent qu'on aborde, qu'on travaille, que quelqu'un fasse éventuellement un apport. Enfin, il y a un chantier fabuleux sur la coopération à mettre en œuvre à travers l'ensemble des sujets qui aujourd'hui sont des sujets absolument essentiels pour nos jeunes. Donc je m'arrête et je passe sur la formation, mais c'est pas moi qui vais dessus. Justement, ça rejoint bien sur quelle formation, alors, la question est un peu plus précise, hein, quelle formation pour aider les professionnels à coopérer? C'est-à-dire comment on apprend les gens à apprendre à coopérer. Juste quelques mots. Il faudra qu'on réussisse à oser parler des contenus. On n'ose pas parler de ça. Qu'on ose parler des disciplines scolaires, de ce qu'elles sont aujourd'hui par rapport aux savoirs sociaux, par rapport à l'évolution du savoir de l'humanité, de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? L'histoire, la géographie... tout de suite, les profs d'histoire hurlent. On ne va pas supprimer l'histoire. La question était comment aider les professionnels. Ouais, j'y vais. Donc, il faut qu'avec les professionnels, premièrement, on dialogue sur les contenus, pas avec une question idiote type sondage, qu'est-ce qu'il faut garder des programmes débiles de 2008, ils sont mauvais, il faut les jeter, mais réfléchissons ensemble à de nouveaux contenus éducatifs. Ensemble. Deuxièmement, apprendre à travailler en équipe. C'est assez effarant que tout le monde dise qu'il faut travailler en équipe et qu'on ne l'apprenne pas. Or, ça ne vient pas tout seul. Dans les écoles et dans les établissements, on ne sait pas travailler en équipe et on n'a jamais appris. La preuve, on a des cours de transmission de savoir par un prof, on est évalué seul, on est inspecté, malgré quelques efforts d'inspection d'établissement qui cafouillent un peu, on est inspecté, évalué individuellement, etc., etc. Il faut donc apprendre dans les SP à travailler ensemble pour aider, pour répondre à la question de Sylvain, aider les enseignants. Il faut apprendre à travailler avec les autres, c'est-à-dire connaître le territoire et l'ensemble des acteurs éducatifs d'un territoire, et enfin, connaître le territoire. Alors, je regrette que le directeur de l'ESP soit parti, d'ailleurs, parce que j'aurais mitraillé encore un peu plus, parce que j'ai de fortes inquiétudes sur cette question-là. Et quatrièmement, c'est surtout rétablir la confiance, donner de la confiance à chacun, cesser de faire fonctionner la hiérarchie, le contrôle, les évaluations, et de faire le pari de l'intelligence des acteurs, qu'ils soient enseignants ou qu'ils soient non enseignants. Oui, deux phrases sur la formation. Une qui est la conclusion d'un rapport de l'OCDE de 1972, donc c'est assez ancien, sur la formation des enseignants, qui concluait « Les enseignants ne font jamais, quand ils sont devant leur classe, ce qu'on leur a dit de faire, ils font toujours ce que l'on a fait avec eux. » C'est-à-dire qu'il faut que la formation elle-même soit évidemment une formation dans laquelle la coopération soit inscrite au cœur même du dispositif de formation. On fait travailler les profs un peu en formation. On demande à un prof de PS et à un prof d'histoire de préparer une séquence ensemble, et ainsi de suite. Et ça commence comme ça, et ça continue. Et puis la deuxième phrase, c'est la formation continue. On a refondé plus ou moins bien, on pourrait en discuter longuement, la formation initiale. La formation continue, on n'y a pas véritablement touché. Or, elle est sinistrée, la formation continue.
J'ai martelé ce chiffre, il est significatif quand même. À l'occasion de PISA, il n'y a pas que les résultats en mathématiques, en littératie, il y a aussi des indicateurs. La moyenne du nombre d'enseignants qui suivent une formation continue pendant l'année dans les pays de l'OCDE testés par PISA, c'est 67%. Non, 64, pardon, 64. La moyenne en France, c'est 17%. 17%. Et on compte dans ces 17% dès lors que vous avez eu 1h30 de conférence pédagogique. C'est-à-dire, et c'est compté dans la formation continue. Et la moyenne de tous les pays qui arrivent en tête de PISA, alors je ne vais pas ici faire l'éloge de PISA, j'ai des réserves méthodologiques fortes sur PISA, mais ce n'est pas le moment de les expliquer, c'est 100%. C'est-à-dire qu'il y a de la formation continue inscrite dans les obligations statutaires de service. Moi, je suis pour une formation continue inscrite dans les obligations statutaires de service, et je pense que c'est absolument essentiel et indispensable, d'autant plus que c'est en formation continue, en cours de carrière, qu'un certain nombre de problématiques qu'on n'a pas forcément bien entendues, bien reçues, bien comprises dans la formation initiale, vont pouvoir être véritablement traitées et approfondies. Voilà, c'était sur la formation. On a répondu partiellement, très partiellement à un certain nombre de questions. Sur le vécu et la pensée, je vais juste dire une phrase. Quand j'ai dit tout à l'heure la pensée, c'est pas pour évacuer le vécu. Pour moi, le vécu, il est évidemment, et la pensée sont profondément liés. Rien n'est plus intellectuel qu'un mouvement sportif. Et la séparation entre les intellectuels et les manuels, moi, c'est quelque chose qui me rebute beaucoup, hein, parce que de quel côté vous mettez les chirurgiens? Moi, quand je vais me faire opérer, j'aime bien qu'ils soient un bon manuel. Le geste et la séparation entre le geste et la pensée est une séparation archaïque qui n'a aucune signification. Le geste précis, juste et rigoureux est un geste qui est pensé et qui aide à la pensée. Et la pensée précise et rigoureuse, elle permet au geste d'être lui aussi précis et rigoureux. Le geste et la pensée vont de pair, et bien évidemment, ils ne sont pas à opposer.